Si. Despacito. Attends. Espera, 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 espera. Espera. Alexis Chéniaud est océanographe. Aguerri au maniement du zodiaque, il a sillonné de nombreuses mers du globe. Aujourd'hui, c'est à Lima, au Pérou, qu'il effectue une partie de ses recherches sur les changements climatiques. C'est une zone très intéressante parce que contrairement au reste du monde où il y a eu en gros une augmentation de 1 degré de la température de surface lors du siècle passé, dans cette région, le long du Pacifique Sud-Est, nous avons plutôt constaté une diminution des températures. Donc c'est une zone, au contraire du monde, c'est une zone qui a tendance à se refroidir. Et ça serait dû à une intensification des vents qui fait remonter beaucoup plus d'eau froide depuis les profondeurs et donc ça refroidit la surface de l'océan. Donc on veut aussi à partir de ce genre d'expérience confirmer cette évolution qui a tendance donc à être un refroidissement dans la région du Pérou. Depuis que les pôles se sont mis à fondre, il y a de plus en plus d'eau froide, très froide, qui circule au fond des océans. Cette eau remonte sur certaines côtes à cause des courants d'upwelling, comme une sorte d'énorme tapis roulant. Ce tapis roulant ramène avec lui quantité de plancton en surface, ce qui fait qu'au Pérou, l'eau est très riche en poissons. Pour mieux comprendre ce phénomène, les scientifiques doivent collecter des données au fond de l'océan. Pour ce faire, ils se sont équipés de planeurs sous-marins high-tech, appelés aussi gliders. Le petit nom de celui-ci, Pythéas. Il va nous faire des profils, ce qu'on appelle des profils, tous les 500 mètres et d'une manière très répétitive pendant 3 mois le long d'une section. Donc ça va nous donner énormément d'informations sur les premiers 200 mètres de la colonne d'eau. Le glider va se déplacer de façon télécommandée à une vitesse de 25 cm par seconde. Pour plonger, il va jouer sur son centre de gravité en déplaçant ses batteries de 2,5 cm vers l'avant et en gonflant une vessie d'huile. Pour remonter, c'est l'inverse. Il va déplacer ses batteries vers l'arrière et dégonfler la vessie d'huile. Il pourra ainsi se déplacer en multipliant les descentes et les remontées. Il pourra carrément descendre jusqu'à 1000 mètres de profondeur pour collecter un maximum de données sur l'océan. Ces données permettront de prévoir l'évolution des courants et donc du climat. Avant la mise à l'eau, Alexis installe ses ailerons et fait un premier test de communication avec l'engin. Ultime vérification du fonctionnement du glider avant un séjour de plusieurs mois au fond des mers. Donc là, il s'agit de l'antenne radio qui va me permettre de communiquer avec lui en direct. Quand on est près de lui, nous pouvons communiquer via un ordinateur et via l'antenne radio directement avec le glider. Donc je vais pouvoir lui donner les premiers ordres avant de transférer tout ça vers Paris et que Paris prenne la relève via satellite. Merci. Il y a trop de luminosité. Et donc je suis obligé de me cacher pour y voir quelque chose. Je vais essayer donc de lui envoyer les premiers ordres, de voir si tout va bien. Ça y est, le glider est prêt. Alexis appelle son collègue à Paris. Ce qui est le plus technique, les plongées, les allumages de capteurs, tout ça, on préfère le faire directement depuis Paris. Allô? Oui, bonjour Pierre, c'est Alex. Ah, salut Alexis. À Paris? Eh oui, si c'est à Lima que le glider est mis à l'eau, c'est dans la capitale française que se trouve son pilote. Depuis ce local hautement sécurisé de l'Université de Paris-Jussieu, Pierre Testor pilote une dizaine de gliders présents dans toutes les mers du globe. Donc c'est ici qu'on a le serveur qui nous sert à diriger ces planeurs sous-marins. Donc sur cette machine, on a un serveur qui après fait un certain nombre d'actions automatiques, bien sûr. Mais je peux intervenir à n'importe quel moment. Je suis en directement en ligne avec lui dès qu'il m'appelle et je peux complètement reprogrammer la mission. Pendant ce temps-là, Alexis envoie les premières commandes au glider. Pythéas est prêt à mettre à l'eau, donc je lui envoie un run ini 0.mi d'ici 2 minutes. Et puis après, vous pouvez prendre la relève depuis Paris pour lui initier les plongées pendant 3 mois. Bon, le glider va bien, hein, donc tout est nominal, je vais le faire plonger. Allez, à tout à l'heure, on se rappelle. Ciao, ciao. Les chercheurs reçoivent les données sur leurs écrans de contrôle. Très vite, le glider fait une première découverte à quelques kilomètres des côtes péruviennes. Alors déjà, la première chose qu'on a pu observer, c'est une masse d'eau très peu salée, comme une rivière sous-marine à peu près
50 mètres de profondeur, que vous pouvez voir ici en bleu. Quelque chose qu'on n'avait encore jamais observé. Positionnés aux quatre coins de la planète, les 200 gliders actuellement en mer vont permettre de comparer le fonctionnement des océans. L'objectif ultime étant de pouvoir prédire les changements climatiques plusieurs années à l'avance avec une précision extrême. En attendant les prochains résultats, petit flashback du côté de Marseille. Car c'est ici que tout a commencé. Et c'est encore ici qu'aujourd'hui, Laurent Béguéry teste systématiquement tous les gliders avant leur mise à l'eau. Il est à l'affût du moindre défaut, surpoids, déséquilibre. Il cherche la moindre erreur qui pourrait se révéler fatale. Donc là, je suspends le glider au peson pour pouvoir vérifier son poids dans l'eau et vérifier qu'il est bien équilibré. L'équilibre du glider est quelque chose qui est extrêmement important. On met des poids à l'intérieur et on l'équilibre au gramme près, en fait. Et on règle certaines distances avec des valeurs qui varient de quelques millimètres. Et c'est cet ajustement-là qui va faire que le glider va parfaitement planer dans l'eau. Une fois arrivé à la profondeur programmée, c'est avec une simple boussole et un profondimètre que le glider va évaluer sa position au fond de l'océan. Car sous l'eau, impossible de recevoir un signal satellite fiable. Puis, il va remonter en surface. Voilà, là, vous avez par exemple la position du glider quand il est à la surface. Donc quand il est à la surface, il va piquer entièrement du nez et il va essayer de faire sortir au maximum son antenne pour communiquer. Et oui, c'est la queue du glider qui reçoit les ordres et qui retransmet les données. Un téléphone satellite permet d'établir la communication avec les pilotes. 1 mois et demi plus tard, retour à Paris. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Le glider semble être victime d'une avarie. Ouais, il y a eu un petit problème de gouvernail. Le gouvernail s'est bloqué pour un moment, donc il y a eu des soucis de manœuvrabilité. Du coup, il dérivait et on a été obligé d'organiser une récupération d'urgence. À Lima, Alexis a été appelé à la rescousse. Il doit aller récupérer au plus vite le glider, car il est désormais en surface, à la merci du premier bateau qui croiserait sa route. J'ai l'ordinateur à bord. Le beeper sonne, ça veut dire qu'il est plus très loin. Mais d'ailleurs, on commence à le voir là-bas. Donc voilà, a priori, ça serait un problème de gouvernail. Heureusement, la structure du glider n'est pas endommagée. Les scientifiques pourront récupérer les données haute définition qui n'ont pu être envoyées par satellite. À première vue, seule la queue de l'engin a été touchée. On pense que ça vient du gouvernail. On voit un petit peu qu'il est déjà orienté, désaxé. On pense qu'il a eu un problème de gouvernail, donc il ne pouvait plus s'orienter. On lui disait de revenir, mais il ne voulait plus. Donc il était en fait à la dérive, il ne pouvait plus s'orienter. Donc obligé de le récupérer, voilà. Donc c'est pareil que le déploiement, on le récupère, on enlève les ailes et on le remet dans sa boîte. Et malheureusement, la mission est finie pour lui. On le renvoie en France dès que possible. Malgré cette récupération d'urgence, Alexis n'est pas déçu, car le glider a collecté une quantité énorme d'informations. À l'avenir, le nombre de gliders devrait considérablement augmenter, car les océans sont vastes et comprendre la manière dont ils fonctionnent risque de prendre encore de nombreuses années.